J'enregistre ça ici, voilà. Donc, d'entrée de jeu, messieurs, dames, bonjour Tania. J'aimerais savoir, est-ce que ça vous arrive parfois en tant que parent de vous sentir surchargé chez vous, de sentir qu'il y a trop de jouets, trop de matériel, vous ne retrouvez plus vos affaires parce que ça se perd à travers le lot? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Fait personnel, je suis maman de 3 enfants. Et avec les petits, souvent, ils vont se mettre à collectionner comme plein de bébelles, des roches, peu importe, hein, tout ce qu'ils trouvent, là. Je sais que chez nous, ça a été un grand fléau jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et Marie-Sophie, bon, je la connais déjà depuis un certain moment et je l'entendais parler de minimalisme et au départ, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne savais pas trop de quoi il en retournait. Et il semblerait que ça pouvait être la solution finalement à ce sentiment-là de se sentir surchargé, d'avoir beaucoup trop d'objets dans notre maison qui souvent ne nous servent que très peu, souvent aussi dans une année. Donc, elle s'est dit, oui, le minimalisme, c'est possible. Et moi, en tant que maman, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible avec des enfants? Est-ce que c'est possible de s'organiser avec le strict minimum? Parce qu'au départ, c'était vraiment ça ma façon de voir le minimalisme. C'est du genre, j'habite dans une maison avec un lit pour dormir, une table, puis on a chacun une assiette et une fourchette. C'est l'image oui, qui peut peut-être sortir l'espèce d'image qui est un peu trop simpliste, en fait, du minimalisme. Alors, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi pour les autres parents qui se questionnent par rapport à ça, en savoir un petit peu plus, à clarifier un peu tout ça. Alors, c'est pourquoi j'ai été invitée aujourd'hui Marie-Sophie Bervet, qui est fondatrice de Marisso Organisation. Et je suis convaincue ce soir que vous allez tous tomber en amour avec Marie-Sophie, qui est très bonne justement pour clarifier, pour démystifier un peu tout ce qui concerne le minimalisme. Alors, avant d'entamer ce rendez-vous éclairant-là, je vais prendre le temps de me présenter si vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et je suis fondatrice de Coaching familial à Lanterne. Vous êtes sur ma page. Et en tant que coach familial, j'accompagne les familles qui vivent certaines difficultés, qui sont en recherche de solutions. Donc, je les accompagne à s'outiller pour alléger leur vie, pour simplifier leur vie aussi, principalement en misant sur la reconnexion. Donc, la connexion avec l'enfant, la connexion avec soi-même aussi. Lorsqu'on vit certaines difficultés, des fois, il faut prendre contact avec nous-mêmes aussi, puis se parler un petit peu pour être en mesure de mieux intervenir avec nos enfants. Donc, c'est ce que je fais et je ne le fais pas seule. Donc, j'ai une équipe avec moi qui m'aide à accompagner les familles, soit à domicile, à distance. Donc, voilà, on offre également des ateliers, des conférences, des webinaires, des formations. En gros, c'est cela. Sinon, allez sur mon site internet, lalanterne-coaching.com ou directement sur ma page Facebook, puis vous aurez toutes les informations sur ce qu'on peut vous offrir. Ferme la parenthèse. Je reviens à toi, Marie-Sophie. J'aimerais peut-être même regarder au niveau des gens qui nous regardent ce soir. J'aimerais savoir, pour ceux qui sont présents ce soir, est-ce que ça vous arrive justement d'avoir de la difficulté à gérer tout ce que vous avez comme objet dans votre maison? Est-ce que vous vous sentez encombré? J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous titille le plus à la maison? Qu'est-ce qui devient un irritant pour vous? Et de nous les écrire en commentaire. Comme ça, on va pouvoir le regarder avec Marie-Sophie. Et si vous avez des questions justement par rapport au minimalisme ou ce sur quoi on va discuter ce soir, n'hésitez pas, on va échanger avec vous. Ça va nous faire ça de plus en plus interactif. Ça va être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager également ce live-là si toutefois vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient en bénéficier. Alors, Marie-Sophie, avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes aux gens. Qui es-tu? D'où viens-tu? En fait, moi, je viens à l'origine de la Suisse. Donc, cette année, au mois de mai, ça va faire 15 ans que je suis arrivée au Québec. J'avais 23 ans quand je suis arrivée. C'était supposé être un sabbatique, puis finalement, je ne suis jamais repartie. Et j'ai été nounou en Gaspésie pendant 3 ans au départ. Là. Donc, c'était supposé être juste un été, puis finalement, je suis restée dans la famille. J'ai gardé les enfants, je me suis occupée de la maisonnée, puis tout ça. Et quand je suis partie, je suis devenue la marraine des 2 enfants. Donc, je suis vraiment restée serrée. C'est comme ma famille au Québec, dans le fond. Et c'est ça, moi, mon background, c'est la gestion d'événements.
J'ai toujours été dans le tourisme et la gestion d'événements. Donc, j'ai fait des événements de type corporatif, de team building, des événements sportifs aussi. J'ai été longtemps à la tête d'une des plus grosses courses de trail running au Québec. Donc, c'est ça, là, ça a été plein d'affaires de même. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, quand j'étais, il y a comme quelques années, ben, j'ai eu une relation dans laquelle j'étais dans une vie familiale avec 3 enfants qui n'étaient pas les miens. On était dans une grande maison. Et c'est là où j'ai commencé, dans le fond, à mal vivre, en fait, parce que moi, je me suis rendu compte, en arrivant au Québec, je suis arrivée avec ma petite valise. Donc, moi, j'ai toujours vécu avec très peu. Même ma maison en Suisse, c'était quelque chose de très petit. On avait très peu de stock. Donc, pour moi, c'était comme une évidence de vivre comme ça. J'ai comme pas vraiment connu autre chose. Puis quand je suis arrivée ici en Amérique du Nord, ben quand même, j'ai déjà découvert, même en Gaspésie, là, la grosse maison, du stock et tout. Mais là, c'était mon emploi. Donc, j'avais la journée au complet pour m'occuper de ça. C'était pas grave, là. J'avais bien du temps libre, dans le fond, quand les enfants étaient à l'école et tout ça. Mais je veux dire, c'est ça, c'était mon temps plein, c'était de m'occuper de la maison. Donc, c'était pas un problème. Mais quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, d'être en couple, d'avoir les 3 enfants à la maison, puis d'avoir en plus de ça une job à 40 heures semaine en gestion d'événements, là, les choses ont commencé à aller moins bien pour moi. Et au début, je pensais vraiment que c'était juste une problématique d'organisation. Je me disais, crime, ils ne sont pas organisés et tout. Bon, il y avait du TDAH là-dedans aussi, il y avait des affaires. Donc, il y avait des problématiques que je ne comprenais pas tellement. Puis là, moi, je me disais, mais voyons, comment ça, tu sais, qu'ils n'arrivent pas à remettre les affaires à leur place. Puis là, j'étais tout le temps en train d'essayer d'organiser la maison, d'organiser la maison. Puis c'est comme ça, par hasard, que je suis tombée sur le métier en fouillant sur Internet, puis tout, puis j'ai trouvé, organisatrice professionnelle, c'est un métier. Là, je fais, wow! Quand j'ai commencé à regarder les critères et tout, j'ai fait, ben voyons, c'est tout moi, ça. C'est comme, moi, c'est ce qu'on considérait certains comme mon toc. Ben, je me suis dit, ben en fait, c'est peut-être un don que j'ai pour aider les gens parce que moi, c'est vraiment très instinctif d'organiser les affaires, très instinctif de mettre de côté les objets que je n'utilise pas parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel avec les objets. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'en défaire dans ce temps-là. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que, ben, crime, j'avais peut-être une carrière devant moi que je n'avais pas imaginée, mais c'est ça. Puis c'est comme ça que j'ai démarré l'entreprise il y a 4 ans. Et justement, quand j'ai finalement sorti de cette relation-là, puis je me suis rendu compte à quel point ça m'avait impacté parce qu'on avait beaucoup mis ça sur mon travail, en fait, à l'extérieur. C'était mon travail qui était trop demandant, c'était la gestion d'événements qui était trop stressante. Mais finalement, je me suis rendu compte avec le recul que quand j'étais au travail, j'étais bien. Puis c'est quand je rentrais à la maison que ça allait pas. Et même que je faisais de l'anxiété en partant du bureau pour me rendre à la maison. Et l'exemple que je donnais tout le temps, c'était je le textais pour lui dire, peux-tu dire aux enfants de ramasser les chaussures en arrière de la porte parce que je savais que je n'arriverais pas à rentrer dans la maison parce que les chaussures seraient toutes derrière la porte. Puis de rentrer dans cette maison qui était surencombrée, qui était comme désorganisée, pour moi, c'était vraiment comme une chape d'acier qui me tombait sur les épaules dès que j'arrivais à la maison parce que je savais tout ce que j'avais à gérer, tout ce qu'il fallait que je fasse encore dans ma soirée, puis que je n'aurais pas le temps. Donc, c'était comme vraiment très demandant. En fait, c'est la première fois dans ma vie où j'ai vraiment vécu la charge mentale. Puis je ne l'avais pas connue vraiment avant ça. Puis là, j'ai fait, oh, OK, c'est ça la charge mentale parce que c'est moi qui gérais toute la maisonnée. Puis c'était vraiment trop gros à gérer. Donc, c'est ça. Et c'est là, petit à petit, que je me suis rendu compte que ce n'était pas juste l'organisation le problème, c'est qu'on a trop d'affaires. Et quand j'ai commencé à voir mes clients, au début, ils demandent beaucoup à être organisés. Ils me disent, j'ai pas assez de place ou je ne suis pas organisée, là. Puis finalement, chaque fois que j'arrivais, je fais, mais c'est pas parce que vous n'avez pas assez de place, c'est parce que vous avez trop d'affaires. C'est ça le problème. Puis en fait, en Amérique du Nord, on s'en rend même pas compte. Mais pour vous dire, là, il y a des statistiques qui sont faites qu'en Amérique du Nord, une maison moyenne contient au-delà de 300 000 objets. Quand on compte tout, là. Tu sais, que les meubles, tout ce qui contient une maison, c'est au-delà de 300 000 objets. C'est énorme comme inventaire à gérer. Donc, on est devenu en effet des gestionnaires là, de gérer toutes ces affaires-là. Alors que je dis tout le temps, la maison, ça devrait être l'endroit où on peut se reposer, se ressourcer, passer du temps en famille, avoir des moments de qualité. Mais non, là, on est tout le temps pris sur la go-go-go, à tout gérer et tout. Puis le minimalisme, ça s'étend autant sur les objets parce qu'on commence par ça. Mais quand on commence à le vivre puis qu'on voit à quel point c'est libérateur, à quel point ça fait du bien de laisser partir les affaires, on se rend compte tout d'un coup, OK, ça s'applique aussi à la sphère des activités, ça s'applique aussi à la sphère des relations, parce qu'on a des fois des relations amicales ou autres dans nos vies qui ne sont pas intéressantes ou pas bonnes, mais on les garde quand même, mais ça nous encombre. Donc, le but, c'est vraiment de tout simplifier,
Le minimalisme, en fait, c'est parce que c'est drôle, l'image que tu donnais, toi, de dire c'est vivre comme en austérité, comme une nonne. C'est l'exemple que je donne. On imagine les moines ou les nonnes, justement, avec une cellule. Ils ont une chambre, ça s'appelle une cellule, où il y a juste leur lit, leur table de chevet, une table, une chaise, puis that's it. Mais le minimalisme, c'est pas du tout ça. C'est vraiment juste de se recentrer, de se dire, OK, moi, dans ma situation d'aujourd'hui, dans mon moment présent, c'est quoi que j'ai de besoin pour être fonctionnel, puis c'est quoi que j'ai de besoin qui vraiment me fait plaisir, qui est comme important pour moi. Puis c'est d'enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui, dans le fond, nous enlève le focus de ce qui est vraiment important pour nous. Donc, le minimalisme, c'est ça, puis ça ne veut pas dire vivre avec rien. Je veux dire, quand on vient chez moi, oui, j'ai pas beaucoup d'affaires, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de meubles, j'ai pas énormément de choses, mais quand même, tu sais, je veux dire, j'ai de la déco, j'ai des affaires, mais moi, par exemple, pour moi, j'aime faire du sport et du plein air. Donc, oui, j'ai une paire de skis, une paire de skis de fond, des raquettes. Il y a des gens qui me diraient, ben, tu n'es pas minimaliste parce que tu as tout ça. Mais par contre, je ne fais pas d'artisanat. Je lis, mais je n'ai pas beaucoup de livres, donc je n'ai pas de bibliothèque. Donc, tu vois, c'est ça, c'est vraiment juste de dire c'est quoi mon essentiel. Tu sais, comme on le disait dans le titre de la soirée aussi, c'est ça, c'est de se remettre juste à l'essentiel. C'est quoi mon essentiel? Mais mon essentiel à moi, ce n'est pas le même que le tien. C'est pas le même que chacun. Chacun doit trouver c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ce qu'il veut avoir dans sa vie, puis c'est quoi qu'il n'a pas de besoin ou qui est justement négatif, puis qu'il faut enlever pour justement laisser la place à ce qui est important. Parce qu'en fait, dans nos maisons, c'est ça, on se retrouve avec tellement d'objets que finalement, on tourne en rond. On tourne en rond à toujours s'en occuper, les replacer, les ranger, les laver, les replacer, les réutiliser. Là. Puis que finalement, on est tout le temps dans cette espèce de cercle vicieux qui nous enlève de la vraie destinée qui est la maison, qui est justement de passer du temps en famille et tout ça, puis que finalement, tout ça vient nous polluer dans notre temps, dans notre énergie, même au niveau financier, que justement, tu sais, que si on éliminait tout ça, ben on a plus de temps pour nos enfants, pour notre conjoint, on a plus d'énergie parce qu'on n'est pas tout le temps en train de passer notre temps à ramasser la maison. Puis souvent, on a plus d'argent parce qu'on apprend à consommer différemment. Parce qu'on n'achète plus de manière compulsive, on réfléchit à nos achats, on dit est-ce que ça a vraiment une utilité dans ma vie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va vraiment m'être utile sur le long terme aussi? Des choses comme ça. Tu sais? Donc, on revoit un peu toute notre manière de fonctionner. Donc, le minimalisme, c'est ça à la base. C'est pas de vivre en austérité. C'est juste d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Ouais. Puis toi, le minimalisme, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu quand tu as fait tes cours ou c'est quelque chose que tu as appris par la suite? Comment est-ce que tu as pris contact avec ça? Ben, en fait, tu sais, la formation d'organisatrice professionnelle, il n'y en a pas vraiment de formation en tant que telle. Okay. Moi, je suis membre de l'Association des organisateurs professionnels. Quand tu deviens membre, tu as quelques cours de base qui sont obligatoires. Puis après ça, tu peux faire de la formation continue à l'interne, là, mais c'est d'autres organisatrices qui donnent ça, qui parlent de leur expérience et des choses comme ça. T'sais. Donc, c'est pas encore un métier qui est vraiment, c'est ça, scolarisé ou comme structuré de même. Il y a le Collège Maurice Barbeau, par contre, qui donne une formation de démarrage d'entreprise en organisation résidentielle. Donc, ils donnent comme les grandes lignes, c'est quoi ce métier-là, puis comment démarrer, comment faire sa clientèle et tout. Ça fait 1 an, je pense, qu'ils ont démarré la formation. Okay. C'est d'autres organisatrices qui l'ont partie aussi. Donc, c'est ça, mais moi, ce que je me suis rendu compte vite, en fait, c'est que justement, les gens m'appelaient, mais pour organiser les affaires. Quand je regardais ça, je me disais, mais c'est pas là qu'est le problème. Puis moi, d'ailleurs, j'ai eu longtemps un décalage parce que je disais que j'étais organisatrice professionnelle, mais j'aimais pas le titre. J'étais comme, puis quand les gens m'appelaient pour ça, je me disais, ben là, c'est parce que c'est autre chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on désencombre pour commencer. Puis après ça, petit à petit, je me suis imposée par rapport à ça. J'ai dit, ben si vous voulez m'engager, c'est qu'il va falloir désencombrer parce que juste mettre les affaires dans des paniers de couleurs ou des affaires, ça marchera pas sur le long terme. Oui, pendant 1, 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va être à l'ordre, mais vu qu'il y a tellement de stock, ça va être difficile de toujours remettre les choses à leur place puis de garder cette routine ou cette discipline de tout remettre à sa place. Ça devient très, très, très demandant aussi. Donc, la solution la plus simple, c'est d'éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, tranquillement, j'ai commencé à l'intégrer, mais justement, comme tu sais, la plupart des gens, quand on dit minimalisme, ils ont peur. Ils me disent, ben là, je veux pas que tu me fasses tout sortir mon stock. Non, c'est pas ça, mais c'est juste d'enlever ce qui est trop, de faire un tri puis de voir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire parce que je me suis rendu compte que dans nos vies, on accumule sans même s'en rendre compte. C'est insidieux. Ça rentre tranquillement, puis parce qu'on n'a pas le temps, parce que la vie va vite,
on ne prend pas le temps de s'asseoir et de dire, ben cette affaire-là, est-ce que c'est encore nécessaire? On a la place dans l'armoire, on la pousse dans le fond, puis on ne la voit plus, c'est correct, tu sais. Mais à un moment donné, à force qu'on pousse dans le fond, ben on remplit tout, puis là, c'est là où ça se met à déborder, puis c'est là où ça devient difficile de ranger, parce que si moindrement une des affaires n'est pas à sa place, ben il n'y a plus rien. C'est l'effet domino, tout s'écroule, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut éliminer, puis, ben, tu sais, cette année, j'ai vraiment eu comme le flash où j'ai dit, je m'assume, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment amener ce mode de vie-là parce que le but, c'est pas de le refaire à tous les printemps. Tu sais, on parle du ménage de printemps ou on parle entre les saisons. Puis moi, le but, c'est pas que mes clients me rappellent aux 3 mois parce qu'il faut recommencer. Tu sais. Mm-hmm. Le but, c'est de le faire une fois, de faire ce processus, puis à un moment donné, ça devient un réflexe. Puis on comprend à quel point moins, c'est plus. Tu sais, le less is more. Parce que justement, moins on a d'affaires, plus on a d'autres choses, on a plus de temps, on a plus d'énergie, on a plus d'argent. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut intégrer, mais c'est un processus. Puis il faut vraiment comme déclencher un peu dans la tête aussi. Puis c'est sûr que c'est difficile parce que c'est complètement l'opposé de notre société de consommation. Totalement. C'est ça, donc tu sais, qui nous pousse à consommer puis tout le temps parce que on nous ment, on nous dit qu'acheter des affaires, ça va nous rendre heureux. Puis parce qu'on a un pouvoir d'achat, on pense que justement, tu sais, s'acheter des affaires, s'acheter la dernière télé, s'acheter un char, s'acheter une grosse maison, c'est ça qui est le bonheur, c'est ça la réussite. Mais finalement, on se rend compte que c'est bien éphémère. Tu sais, on l'a vu dans la dernière année, là, comme tout s'est arrêté à un moment donné, que tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis d'ailleurs, l'exemple que je donne tout le temps, quand on part en vacances, on part avec notre petite valise, puis on est-tu heureux quand on est comme à l'hôtel, puis qu'il n'y a rien dans la chambre, qu'il y a juste notre petit linge, puis qu'on n'a pas rien à gérer? C'est exactement ça. Notre vie devrait être tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps en courant après nos vacances qu'il faut qu'on ait ça. On devrait pouvoir être dans notre maison, qui devrait être notre home sweet home, tu sais, le havre de paix, l'endroit où on est bien. Mais la plupart des gens ne sont pas bien chez eux et fuient leur maison tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On s'étourdit à aller chercher de l'affaire à l'extérieur. Donc, on va au resto, on va au cinéma, on va au chalet, on part en vacances, on fait des activités. Finalement, on n'est jamais chez nous. Puis c'est ça, puis vraiment, cette année, la dernière année, les gens ont fait « Oh boy, il y en a chez nous », puis là, tout d'un coup, les bobos sont sortis, là, de justement, puis c'est pour ça qu'on a vu les vagues de rénovation. Les gens se mettent à rénover, on agrandit, on fait ci, on rénove la cuisine, alors que le problème, encore, il n'est pas là. C'est souvent, les gens vont investir énormément d'argent pour rénover une cuisine, puis ils vont tout replacer, tout leur stock dedans, puis finalement, les problèmes d'être désorganisés, puis que le désordre revient, puis qu'ils n'arrivent pas à maintenir, vont revenir malgré qu'ils ont refait une toute belle cuisine. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de changer notre vision par rapport à ça. Puis si, je dis pas qu'il ne faut pas rénover, mais je veux dire, c'est pas ça la solution au problème. Moi, je pense sincèrement que la solution au problème, c'est vraiment de diminuer la quantité de choses qu'on a et que c'est comme ça que ça va être beaucoup plus facile. Puis, on se trompe justement, même souvent avec les enfants, on pense que justement, plus ils ont de jouets, plus ils vont s'amuser. Plus ils ont de linge, puis ça va être facile parce qu'on pourra les changer s'ils sont pas propres. Hein? Sauf que finalement, plus tu as de linge, plus tu as de lavage à faire, plus tu as de pliage à faire, plus tu as donc, si tu as moins de linge, oui, tu vas peut-être faire des brassées plus souvent, mais elles seront plus petites. Tu vas les replacer tout de suite parce que tu vas réutiliser le linge immédiatement. Donc, le cycle, il est beaucoup plus court. Tandis que si tu as beaucoup de linge, ben là, tu vas remplir un panier à linge, un deuxième panier à linge parce que tu n'as pas le temps de le faire, un troisième. Puis là, finalement, tu te dis, crime, il va me falloir prendre toute la fin de semaine et faire juste du lavage. Donc, tu vois, c'est là où ça devient compliqué. On pense que d'avoir plein de stock va nous faciliter la chose, mais en fait, on se tire dans le pied. C'est exactement l'inverse que ça fait. Donc, tu sais, puis il y a plein de livres là-dessus, puis il y a des gens qui l'ont vraiment vécu aussi et tout en famille, là, de se dire, tu sais, là, le nom m'échappe, mais c'est une famille là, qui est aussi zéro déchet et tout, puis ils ont un kit de linge par enfant par jour. Tu sais, ils ont 7 kits de linge. Donc, leur semaine est là. Après ça, elle fait le lavage, puis elle replace, tu sais. Donc, c'est hyper simple. Les enfants savent ce qu'ils mettent dans leur semaine, puis il y a pas de questionnement si c'est quoi que je mets, ou tel pantalon, je ne l'ai pas, puis donc, toutes ces espèces de petits conflits ou chicanes ou irritants, ben, ils disparaissent parce que si tu as 7 kits pour la semaine, tu as 7 kits pour la semaine. Tu mets tes affaires dans l'ordre que tu veux, mais tu sais que tu as comme ça qui fait ta semaine, puis tu fais ton lavage le samedi, puis tu repars pour ta semaine. Mm-hmm. Donc, tu facilites. Donc, comme tu dis, même toi, tu le fais en coaching. Ton but, c'est de simplifier la vie des gens, de simplifier toutes les routines, de simplifier les affaires. Ben, c'est la même chose. Le minimalisme, c'est exactement ça. C'est simplifier sa vie. Puis ça ne veut pas dire austérité, ça veut vraiment dire juste simplifier, enlever ce qui n'est pas nécessaire
pour faire la place pour ce qu'on a vraiment le goût de faire. Est-ce que ce qu'on a le goût de faire, c'est de faire du lavage à plus finir toute la fin de semaine? Pas sûr, tu sais. Ou de ramasser les ou de ramasser les plats de plastique à plus finir. Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire, tu sais, les plats Tupperware là, ou les plats, en tout cas, de plastique. Tu sais, on pense que plus on en a, plus ça va être facile, mais finalement, la vaisselle est pleine, donc là, tu mets tout dans l'évier, puis là, l'évier déborde, puis là, finalement, tu n'arrives plus à gérer ta gestion de la vaisselle parce qu'à peine la vaisselle est vidée, qu'il faut déjà le remplir, puis qu'il y a encore de la vaisselle qui ne rentre pas dedans. Tu sais, c'est vraiment ce roue-là qu'il faut essayer d'arrêter. Parce que si tu en as moins, mais tu le remplis de la vaisselle, tu le revides tout de suite parce que tu en as besoin. Donc, tu sais qu'il faut que tu ressortes les affaires. Donc, on devient plus discipliné par la force des choses. Mais les routines sont beaucoup plus courtes, puis beaucoup plus petites, puis plus faciles. Donc, c'est ça aussi, là. Donc, oui, tu vas peut-être le faire plus souvent, mais tu vas le faire plus souvent juste 5 minutes. T'sais. Alors que là, tu vas le faire une demi-heure, 1 heure. T'sais. Donc, c'est ça aussi, c'est de voir à quel point ça change les routines. Oui. Puis concrètement, mettons pour une famille, là, si on veut commencer à désencombrer tranquillement notre maison, on devrait commencer par quoi? Alors ça, c'est toujours la question. C'est sûr que moi, j'ai tout le temps, il y a comme 3 types d'objets dans nos maisons. Il y a les objets du présent. C'est ceux qu'on utilise à tous les jours. Notre verre, les assiettes, les affaires qui sont sur le roulement tout le temps, que d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de liens affectifs avec parce qu'on les utilise. T'sais. Donc, c'est des objets, justement, que quand ils brisent, on va le remplacer parce qu'on en a besoin. T'sais. Donc, de commencer avec ces objets-là, parce que ça aussi, on les accumule. T'sais, dans une cuisine, on va garder des verres en trop, des bouteilles, des plats de plastique, des poêlonnes. À un moment donné, on prend toujours la même. Je veux dire, c'est la loi de Pareto, on le sait. C'est le 80-20. Il s'applique dans l'organisation, il s'applique aussi, justement, dans la quantité d'objets qu'on a. Donc, 80 du temps, dans votre cuisine, vous allez utiliser le même 20 d'objets. Donc, le reste, il est superflu. Vous savez qu'il y a 80 des affaires de votre cuisine que vous n'utilisez pas ou extrêmement rarement. Clairement. Donc, ça, on peut comment. Oui, c'est ça. Puis, ça aussi, je l'avais dit, là, les robots électroniques, les affaires de même, on nous a tellement vendu ça que tous les robots allaient nous sauver la vie, tu sais. Mais on ne pense jamais à toute l'affaire qu'il faut tout le démonter, tout le nettoyer, puis qu'il prend énormément de place, puis que finalement, on le sort rarement, ou quand on le sort, c'est comme un arrière parce qu'il faut tout débarrasser sur le comptoir. Donc, c'est toutes des choses où on nous fait croire que ça va être pour améliorer notre qualité de vie, puis finalement, on devient un peu esclave de nos objets. Donc, le but, c'est de reprendre le contrôle, puis de se dire non, maintenant, je ne suis plus esclave de mes affaires, là. C'est moi qui décide qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce qui est important. Donc, de commencer par ces objets-là. La cuisine, la salle de bain, le linge aussi, on peut commencer par ces affaires-là, ça, c'est plus facile. Les objets qui sont plus difficiles, c'est ceux que j'appelle du passé parce qu'on a un très, 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 très fort lien affectif avec eux autres parce qu'ils vont chercher une émotion, ils vont chercher le souvenir d'une personne, d'un moment, d'un événement, peu importe. Là. Donc, on ne commence pas par les photos, là, parce que ça, c'est sûr, vous allez tomber là-dessus, vous allez les regarder, vous allez dire, oh, mais là, on n'arrive pas. Exact. Donc, tout ce qui est souvenirs, des affaires de même, ça, on laisse de côté parce qu'on va le faire plus tard quand on va avoir pratiqué puis qu'on va être plus enclin à aller vers ces objets-là. Les autres objets, c'est ceux du futur. Donc, ça, c'est les au cas où que j'en aurais besoin. Donc, ça, c'est les objets qu'on garde pour un futur, une espèce d'anxiété qu'on a par rapport à qu'est-ce qui va arriver justement dans le futur. Pour une situation ou une personne qu'on imagine qu'on va être dans le futur, mais qu'on n'a aucune idée si ce futur-là va vraiment se réaliser. Donc, souvent, non, mais c'est ça, tu sais. Donc, c'est correct. Il y a des affaires, des fois, qu'on garde au cas où que parce qu'on sait pertinemment que dans 1 an ou 2 ans, on va l'utiliser, ça va. Mais tu sais, si tu dis, ben un jour, peut-être, tu sais, à la retraite, puis que tu as 40 ans, tu dis, crime, tu vas-tu vraiment garder un objet pendant 20 ans? Tu ne sais pas dans 20 ans où tu seras rendu. Est-ce que tu vas vraiment être rendu dans une situation où tu vas vouloir utiliser cet objet-là? Ou est-ce qu'il sera encore bon? Est-ce qu'il sera, tu sais, est-ce qu'il n'y aura pas autre chose? Est-ce que ta vie sera rendue là? Tu n'en as aucune idée. Ouais. Donc, le but, c'est ça, c'est de les éliminer. Mais eux autres, ils vont chercher une anxiété, une peur du manque. Donc, il y a aussi un lien affectif qui est un petit peu plus difficile, mais c'est ça, c'est les deuxièmes types d'objets qu'on irait. Donc, on commence par ceux du présent. Après ça, on va vers ceux du futur. Puis en dernier, on fait ceux du passé. Donc, ça aide. Puis après ça, il n'y a pas de... Je commence par où, tu sais, commence par un tiroir, tu sais, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas un ordre en tant que tel, tu sais, tu peux te dire un ordre, c'est à toi de voir la priorité, te dire, ben OK, moi, ma cuisine, c'est vraiment pénible, là. Chaque jour, là, c'est comme un arrière, les comptoirs sont toujours pleins, j'arrive jamais à reprendre le dessus, ben OK, commence par la cuisine, tu sais, si finalement, c'est, je sais pas, la salle de jeu ou justement
mais commence par là, tu sais, voir les priorités par rapport à votre situation de nouveau, laquelle est la plus compliquée, lequel endroit est le plus gros irritant, puis on commence par là, tu sais. Donc, c'est ça. Puis souvent, on a plein de pièces, tu sais, je veux dire, quand je vais chez mes clients et que je vois qu'il y a des pièces de débarras ou que le sous-sol est rendu, tu sais, comme une zone sinistrée que tu ne veux plus te rendre parce que c'est juste des boîtes ou du stock qui... C'est ça, c'est fou de se dire quand même qu'on utilise du pied carré de surface vivable, tu sais, pour qu'on chauffe, qu'on paye en hypothèque ou en loyer, pour juste storer des affaires qu'on n'utilise pas. Tu sais, on ne le voit jamais sur cet angle-là. On se dit, ah, c'est pas grave, j'ai la place. Mais finalement, tu sais, c'est quand même, ça a un impact sur notre vie. Donc, il faut vraiment essayer de s'en débarrasser. Puis, vous pouvez le faire en famille. Hein. C'est souvent, moi, je dis prêcher par l'exemple. Donc, si c'est maman qui commence puis qui veut embarquer, parce que justement, on en jasait juste avant, les conjoints, des fois, sont moins enclins, ils sont un peu plus, ben là, c'est juste du ménage puis c'est pas si important. Parce qu'eux autres vivent souvent moins la charge mentale que les femmes. Les femmes, elles sont très prises avec la charge mentale. Elles vont vouloir tout, penser à tout. L'école, les enfants, le médecin, les trucs, l'épicerie, il faut que je fasse les repas, il faut les activités. Donc, tu sais, ça les pèse beaucoup plus que les hommes. Mais prêchez par l'exemple. Commencez par faire le tri de vos affaires. Puis de voir que ça sort et tout. Peut-être que justement, un conjoint va faire « Ah, ouais, crème, c'est vrai, il y a plus de place. Ah, crème, elle est plus heureuse. Ça a l'air d'aller mieux. Elle est plus joyeuse. » Parce que c'est vraiment très libérateur. Puis, tu sais, toi, tu l'as fait en plus. Oui. Puis, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais tu as fait un défi minimaliste durant tout le mois de février. Ouais. Et à chaque jour, on devait ajouter un objet par jour, finalement. Donc, première journée, un objet dont on se débarrassait. Deuxième journée, 2 objets. Pour terminer à 28 objets dans la dernière journée du mois. Ça équivalait à combien d'objets? En tout, ça faisait 406 objets. 406 objets qui sortaient de la maison au bout du mois. Tu sais. Ouais. Et en fait, justement, cet exercice-là, c'est les minimalistes. Là, moi, c'est vraiment mes mentors. C'est eux que je suis. Je les ai même rencontrés à Montréal quand ils étaient venus donner une conférence il y a à peu près 5 ans. Et c'est ça, ils ont 2 documentaires sur Netflix. Allez les voir, vous allez voir. On voit le témoignage des gens parce que des fois, c'est dur d'en parler parce que c'est pas palpable. Tu sais, je peux pas te dire oui, ça va te donner tel résultat. Non, non. C'est vraiment très au niveau des émotions, au niveau de comment on se sent dans notre maison. Et souvent, les gens, ils ne veulent pas faire l'effort ou, mettons, pas payer mon service parce qu'ils disent, ben, c'est juste du ménage. Oui, en effet, j'ai rien inventé. C'est juste faire du ménage, c'est sûr. Mais ça a un énorme impact sur notre santé mentale et physique. Et on le néglige beaucoup, beaucoup, alors que justement, c'est très libérateur. Les gens qui l'ont fait pendant le défi, au début, étaient comme anxieux, disaient, mon Dieu, je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'à la fin, aïe, 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 28, tu sais, puis même, ben, moi, je l'ai faite en plus, puis moi, j'ai déjà pas beaucoup d'affaires chez nous. Moi, je me disais, si bol, je vais-tu me rendre à 28? Puis j'ai été capable pareil, parce que oui, on finit toujours par accumuler des petites affaires qui rentrent dans notre maison sans qu'on s'en rende compte, puis qu'on garde parce qu'on a de la place, puis tout d'un coup, on fait, ben voyons, pourquoi c'est là, tu sais? Donc là, j'ai vraiment fouillé dans mes armoires aussi, on va un peu plus loin, puis plus ça allait, plus les gens avaient du fun, puis plus ils se craquaient, puis ils étaient comme, hein, puis j'ai sorti ça, puis voyons donc pourquoi je gardais ça, je ne sais même pas pourquoi j'avais ça dans le fond du garde-robe, puis il y avait des prises de conscience beaucoup, beaucoup durant tout le mois. Les gens ont tous eu un petit down au milieu vers le 15, là, 14-15. C'était comme ouf, ça devenait difficile, mais tout d'un coup, il y a eu un élan. Puis là, la plupart m'ont tout dit, là, quand on a fini le défi, on dit, ben là, on veut continuer. Veux-tu continuer? Puis je dis, ben là, je ne ferai pas des lives encore à tous les soirs tout le mois de mars parce que moi, je ne fais plus. Mais tout le monde a comme continué, puis il y en a qui ont continué à se dire, bon, mais c'est pas grave, là, ils comptaient les jours, ils disaient, ben après, c'est jour 29, 30, puis ils continuaient à sortir le même nombre d'objets. Ouais. Moi, j'ai dit tout le temps, c'est comme aller au gym. Au début, quand tu vas au gym, tu ne lèves pas 50 livres, là. Tu lèves le petit 5 livres. Puis après ça, tu montes à 10, à 15, à 30. Bien, c'est la même affaire, cet exercice-là. Quand on commence à le faire, au début, c'est difficile. Puis plus on voit à quel point ça nous fait du bien de laisser partir ces affaires-là, puis à quel point tout devient plus léger visuellement, tu sais, ou quand on ouvre nos armoires, c'est beaucoup plus facile. On fait « Hey boy, OK, voyons ». Puis quand on réalise que ces objets, on les gardait, mais qu'on n'avait pas de raison. Tu sais, quand on se pose vraiment la question, on se fait « Ben voyons, pourquoi c'est encore là? » C'est juste là parce que tu avais la place pour l'avoir. Parce qu'il y a une autre loi physique que tout espace vide tend à être rempli. Donc, on a cette tendance-là à remplir parce qu'on a de la place. Bon, ben, on va le laisser là, c'est pas grave. Donc, on ne se pose pas vraiment la question si on doit le garder ou non, tu sais. Mais quand on fait ce défi-là, ben justement, ça nous confronte un peu, puis ça
fait sortir les affaires. Puis ça devient un rythme. Tu sais, le sport, c'est la même affaire. Tu arrives à un moment donné où quand tu aimes tellement ça que tu en as besoin, que si tu manques ta séance de gym, tu es là, oh my God, tu sais, il faut que j'y aille, là, je file pas bien. Ben, c'est un peu ça aussi. Quand tu fais l'exercice, tu commences à sortir du stock, tout d'un coup, tu es comme, OK, il faut que ça continue. Tu sais? Oui, Donc, c'est mais ça. comme Puis tu ça... dis, c'est vraiment libérateur. Vraiment. Si tu vois dans les commentaires, ah ouais, Gina qui dit qu'elle a fait le défi 28 jours de désencombrement et elle continue. Oui. Annick qui dit que c'est le défi, c'était la meilleure chose qu'elle a fait pour enclencher son mouvement. Ouais. Tu vois. Et moi, ça a été la même chose. Là. Nous, on a commencé au départ, puis on l'a fait, nous autres, au départ, une journée, un objet, 2 journées, 2 objets. À un moment donné, on a perdu le fil, puis on a décidé qu'on se clenchait ça, nous autres, une fin de semaine, puis qu'on se mettait à vider les trucs. Puis, tu sais, ça en était pratiquement drôle, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. On a rempli des boîtes, on a donné, on a vendu des trucs. Puis, robot culinaire, ça faisait des années que j'avais ça, puis je l'utilisais genre une fois par année ou par 2 ans. J'avais une mandoline, ça se fait aussi, là, tu sais, pour les fois que je l'utilise, ça prend vraiment moins de place. Ben oui. Et là, puis c'est ça, on s'est embarqué là-dedans, puis là, les enfants me regardaient. J'adore! Ils se sont mis à vider leurs affaires aussi, puis ça, c'est à mon grand bonheur, parce que des petits gogos, justement, il y en avait juste partout. Et là, les enfants se sont mis, oh non, ça, je le jette. Ah, ces dessins-là, on accumule beaucoup, les bricolages et tout ça. Oui. Non, lui, il n'est pas assez beau, je ne l'aime pas. On envoyait sur recyclage. Puis mon plus vieux, particulièrement, était déjà un peu, puriste, là, sa chambre est très propre, bien rangée, tout ça. Fait que lui, là, débarrassait tout. C'est vraiment ancré dans sa tête. C'est rendu que quand il y a des trucs qui traînent, c'est comme, ouais, mais t'en as-tu vraiment besoin? Hein? Puis ça a été ancré en eux. Fait que premièrement, je suis vraiment contente de ça. Et on continue. Puis à chaque fois, on passe, puis mais j'étais là à faire, c'est vrai que je m'en sers pas tant. Ben, je vais peut-être le laisser aller, ça aussi. Ça fait du bien, vraiment. Ça fait du bien. Bien, parce que justement, on laisse aller, parce que on a une espèce d'emprise sur les objets, puis les objets, on a une sur nous. Puis quand on les laisse partir comme ça, justement, on voit tout d'un coup l'espace que ça fait. C'est comme un respire qu'on prend et tout d'un coup, parce que tout devient plus léger. C'est plus simple, plus léger, tu as moins à réfléchir, tu as moins de ça. Normalement, on devrait savoir notre inventaire, on devrait savoir où toutes sont nos affaires. Mais tu sais, quand tu as 300 000 objets dans ta maison, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, tu passes du temps à les chercher. C'est comme, voyons donc, elle est où cette affaire-là? Je sais que je l'ai, mais elle est rangée où? Parce que c'est ça, on ne sait plus où on met nos affaires. Souvent, on rachète des affaires qu'on pense qu'on n'avait plus, mais que finalement, quand on fait ce ménage-là, on fait, ben oui, ça m'est arrivé chez des clients de trouver 3 drills. À un moment donné, tu fais comme, ben là, parce qu'ils ne la trouvaient pas, donc ils rachètent, parce que justement, l'achat est tellement facile, donc... mais c'est parce qu'on ne sait pas l'inventaire qu'on a dans nos maisons. Puis normalement, on devrait le connaître, on devrait savoir, puis on devrait pouvoir ouvrir les armoires, puis que tout soit comme léger, que ce ne soit pas plein à craquer partout, tu sais. Parce qu'on est dans une société d'abondance. On a de tout, de toute façon, tu sais. Donc, je veux dire, au pire des cas, si te manque de quoi, là, c'est pas la fin du monde, là, tu vas de toute façon le retrouver, tu sais, ou le demander. Tu sais, moi, ce que je prône beaucoup aussi, parce que moi, dans mon entreprise, je le fais aussi pour un côté éco-responsable, tu sais, de consommer différemment, pour ne pas acheter à outrance des affaires. Tu sais, quand tu achètes un objet neuf, déjà, il a un impact sur l'environnement parce qu'il a été fabriqué en Chine ou je ne sais pas où, puis il y a du pétrole qui a été utilisé pour ça. Après ça, il a été transporté, même affaire, il y a des gaz à effet de serre, blablabla. Le packaging, le marketing, tu sais, tout ça, tu le payes, puis ça a un impact sur l'environnement. Donc, tu sais, si tu décides de ne plus acheter ou d'acheter bien, tu sais, local, puis de réfléchir à ce que tu achètes vraiment, ben oui, ça change la dynamique aussi par rapport à justement tes finances, puis par rapport à comment c'est dans ta maison, tu sais. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, puis le côté éco-responsable, je pense qu'il est très important aussi, surtout pour nos enfants, nos familles, si on veut qu'ils puissent avoir une planète sur laquelle ils peuvent encore vivre plus tard, ben d'apprendre aux enfants jeunes qu'on nous crée des besoins parce qu'on n'a pas tant de besoins que ça dans une vie. Tu sais, je veux dire, regarde, on l'a vu aussi avec la pandémie, à un moment donné, on s'est retrouvés à la maison puis on ne pouvait plus rien faire. Ben, tu sais, Grim, on est resté là, on s'est trouvé des nouvelles activités, on s'est trouvé des autres affaires, mais qu'on s'est rendu compte que c'était le fun d'avoir du temps avec nos enfants, d'avoir du temps avec nos amis, tu sais, ces choses qu'on a perdues aussi pendant toute cette pandémie-là, tu sais, où on a remis les valeurs un peu à la bonne place. Est-ce que c'est vraiment important d'aller magasiner en fin de semaine ou c'est plus important d'aller voir papy puis mamie, tu sais? C'est ces choses-là aussi, là, tu sais, on était un peu déconnectés dans la vie à cause de la société de consommation, puis que tout va trop vite, puis que souvent,
on achète des affaires, dans le fond, pour se faire du bien, pour se faire des plaisirs. Puis c'est ça que j'essaie de différencier aussi aux gens, de dire le bonheur et le plaisir, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas la même hormone qui s'enclenche dans le cerveau, c'est pas du tout la même chose. Puis quand on achète un objet ou un voyage ou un resto ou peu importe ce qu'on achète, ben, c'est du plaisir qu'on s'achète, c'est pas du bonheur. Le bonheur, il viendra jamais de ce qui est l'extérieur, il viendra jamais du matériel, il vient de nous. Donc, peu importe tout ce qu'on peut remplir dans une maison, c'est jamais ça qui va nous rendre heureux. T'sais, on le voit, les enfants, mettons, en Afrique, qui vivent avec rien du tout, ils jouent avec des petits jouets et tout, puis ils ont des gros sourires jusqu'ici. Puis ici, on a des enfants qui ont tout à disposition, puis ils sont malheureux comme des pierres. Je veux dire, c'est ça aussi, de revenir à cette simplicité de la vie. Le minimalisme, c'est ça aussi, c'est de revenir aux vraies valeurs, où c'est quoi qu'on veut dans notre vie, c'est quel genre de relation qu'on veut avoir avec nos enfants, avec notre conjoint. Ça englobe tout ça, puis ça fait, on le commence par, en effet, les objets, parce que c'est le matériel, c'est ce qu'on a le plus, qui nous encombre le plus physiquement. Mais après ça, justement, ça s'étend, là, ça s'étend au reste. Ça change les dynamiques de familiales aussi. Tu sais, les enfants, quand tu n'as pas trop de jouets et que tu leur dis ramasser les jouets et que ça leur prend 5 minutes et qu'ils savent où les ranger, tu n'as plus besoin de les chicaner, tu n'as plus besoin de leur courir après, tu piles plus sur des Legos dans ton salon. C'est des choses comme ça, mais tu sais, on rit, mais c'est vraiment ça, tu sais, je veux dire. Puis les enfants, d'ailleurs, c'est prouvé aussi que moins ils ont de jouets, plus ils vont être créatifs, plus ils vont être débrouillards, tu sais, parce que justement, ils vont essayer eux-mêmes de trouver des solutions ou des jeux où ils vont avoir plus tendance à les jouer dehors. Que si on les sur-rencontre de jouets et d'affaires de même, ils deviennent tannés, ils deviennent blasés, tu sais. Donc, moi, ce que je dis souvent aussi... Ces objets-là ont une utilité très, très Oui, précise. exact. Alors, il t'en faut plusieurs pour être capable de t'occuper pendant un certain temps, tu sais. Alors que les jouets qui sont plus, des jeux qui ont plusieurs utilisations, je pense particulièrement aux jeux de rôle, donc une mini-cuisinette ou des trucs du genre où est-ce que tu peux passer des heures à t'inventer des jouets. Donc, c'est de penser justement sur, de faire l'achat d'un jouet qui va être utilisable de différentes manières pour qu'il puisse être durable aussi dans le temps à travers l'âge de l'enfant. Exactement, qui peut évoluer aussi avec, tu sais, ou justement, s'il y a des jouets qui sont de certaines époques, tu sais, je veux dire, quand tu as des enfants en très bas âge, bien, c'est sûr que ça évolue pas vraiment avec l'enfant. Mais une fois qu'ils ne jouent plus avec, il faut que ça sorte, il ne faut pas que ça reste là, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... Le minimalisme et l'organisation résidentielle aussi, c'est quelque chose d'évolutif, ça te suit. C'est donc, ça devrait justement, à chaque fois que tu changes d'étape dans une vie, mais il faudrait faire ce bilan de s'asseoir et de se dire wow, attends un peu, là, il y a des changements dans ma vie. Est-ce que telle affaire est encore nécessaire? Est-ce que telle affaire m'apporte encore de l'inutilité ou du bonheur ou quoi que ce soit? Donc, il faut vraiment comme souvent refaire le bilan, s'asseoir puis comme réfléchir à où on en est, puis faire justement cet exercice de dire c'est quoi qui est devenu superflu. Parce qu'il y a des choses qu'on utilise à un moment donné, puis qu'on se dit, crime, oui, c'est super, je l'utilise tout le temps, puis tout d'un coup, on se désintéresse ou peu importe. Puis là, il devient plus utile. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire sortir, tu sais. Mettons, si tu aimes cuisiner, tu aimes faire de la pâtisserie, puis que tu as un robot culinaire parce que tu l'utilises à tous les jours, parce que tu fais plein d'affaires, fais-le pas partir, c'est correct, mais si ton trip de pâtisserie, il est fini, puis que finalement, le robot, il est là, puis que tu n'as plus le goût d'en faire, c'est là qu'il faut s'en défaire, puis se dire, ben, laisser la place à autre chose. C'est souvent, les gens me disent, ah, tu sais, mais j'en vois beaucoup qui sont des fois limite, justement, burn-out ou dépression, ou tu sais, comme ça va pas bien, puis qui disent, ben, je vois plus de solution, je vois plus rien. Bien, c'est sûr que si ton environnement, il est complètement embourbé, complètement encombré, comment tu veux-tu avoir l'esprit clair, avoir des idées, avoir de la place pour d'autres affaires? C'est impossible. Ou des personnes, mettons, qui sont célibataires aussi, puis qui disent, mais tu sais, je ne rencontre jamais quelqu'un, tout, puis je regarde les garde-robes, puis tout est plein, il n'y aurait même pas la place dans un tiroir pour quoi que ce soit, pour qu'il y ait une personne qui rentre là. Je fais, ben oui, mais c'est parce qu'il faudrait que tu commences peut-être par envoyer le message à l'univers de faire de la place pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui peut venir, parce que c'est ça. C'est quelque chose de circulaire. Tu sais, oui, on vide des affaires, mais ça laisse de la place pour autre chose. Donc, puis autre chose, c'est à nous de déterminer c'est quoi qu'on veut que ce soit. Est-ce que c'est des biens matériels ou est-ce que c'est d'autres affaires qu'on veut avoir dans notre vie? Tu sais? Donc, c'est ça. Oui, c'est intéressant, super intéressant. Messieurs, dames, n'hésitez pas à continuer à nous écrire. Je n'avais pas fait le tour encore. Je le tour, ouais. Faire. Oui, il va regarder s'il y a des affaires. Là, mais, Oui. OK.
Gabrielle qui dit qu'elle ne veut rien jeter, trop peur de manquer quelque chose. Mais comme tu Ouais. disais, on peut toujours le trouver en magasin ou l'acheter si toutefois ça devient quelque chose Oui, d'indispensable. exact, exact. Puis c'est surtout de se dire, est-ce que ça vaut la peine de le garder, cet objet-là, pour éventuellement l'utiliser un jour, de le ranger, de l'entretenir, de le déplacer parce qu'il va déranger. Finalement, il va justement te tirer de l'énergie et du temps beaucoup plus que de vraiment l'utilisation que tu vas en faire. Donc, le ratio, de nouveau, c'est ça, c'est l'espèce de balance aussi, de se dire, OK, oui, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de toutes les Okazuka, il y en a peut-être que finalement tu vas utiliser, mais c'est de dire vraiment rationnellement, OK, cette affaire-là, est-ce que vraiment je vais l'utiliser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais? Ouais, OK. Est-ce que ça me demande beaucoup, beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie de l'entretenir, de le déplacer, de l'organiser versus, le moment où je vais l'utiliser vraiment ou tout ça. Donc, tu sais, c'est cette échelle-là. Si c'est à peu près égal ou que ça te coûte vraiment aucune énergie de le ranger parce que, tu sais, il est dans le garde-robe ou qu'il est vraiment très loin dans le garage et tout ça, que tu le vois pas tous les jours et tout, ben, c'est correct, le ratio, tu mets pas beaucoup d'énergie dessus, puis tout ça, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on en garde trop de ces objets-là. Donc là, oui, ils deviennent que, ton garage est plein et tu peux plus mettre ton char dans le garage, c'est comme, tout devient que ça fait, comme je te disais, l'effet domino, que finalement, ça a un impact sur d'autres affaires dans ta vie qui fait que ça devient irritant. Donc, l'objet que tu gardes pour rien ou éventuellement que tu vas l'utiliser, ben lui, il a un impact négatif sur ta vie tout le temps que tu ne l'utilises pas. Donc, tu sais, c'est comme, c'est là où ça marche plus, là, parce que justement, tu sais, ce ratio-là ne marche pas. Puis drôlement, des fois, on se dit, ah, il n'y a personne qui va vouloir de ça. Puis j'ai fait un test justement cette semaine, j'ai mis beaucoup de choses sur Marketplace, puis je suis comme pas tant à l'aise avec le Marketplace, tout ça, mais bon, je me suis dit, on va mettre certaines choses. Et les objets que je pensais qu'ils ne pogneraient pas du tout, ça a été les premiers. Et les gens m'écrivaient beaucoup, là. Vite. Mais c'est ça aussi. Et ils voulaient. Puis je me disais, mais voyons donc, ça, je m'en serais débarrassée un peu plus. J'ai pris une chance pour le mettre là-dessus, juste pour voir. Mais non, ça peut répondre aux besoins de quelqu'un, des gens qui en ont vraiment besoin. Qui en ont vraiment besoin, puis qui peuvent peut-être même pas se l'acheter à plein prix. C'est ça aussi, c'est souvent, on néglige à quel point on a du stock dans nos maisons qui pourrait être vraiment un trésor pour d'autres personnes. Puis des fois, justement, ça aide les gens à donner plus facilement, de se dire, ben, tu sais, ça va servir vraiment à quelqu'un. Moi, la dernière fois, je suis partie de chez une cliente avec 9 poches de linge. On a fait son walk-in, là, puis écoute, il est encore plein, mais je veux dire, on en a sorti vraiment beaucoup. Puis, crime, j'arrive avec ça à la YWCA, puis la madame qui s'occupe des dons, là, puis tout, qu'elle me voit arriver avec ça, elle dit, oh my God, elle avait quasiment les larmes aux yeux. Elle dit, on a 2 madames en hébergement qu'elles sont arrivées là avec des gougounes en plein hiver. Là. Elles n'avaient pas de linge, pas rien et tout. Puis je dis, ben, crime, il y a des manteaux d'hiver là-dedans, il y avait des bottes d'hiver, il y avait plein de stocks. Je dis, et vous êtes capable de les habiller, tu sais, non? On se rend tellement pas compte à quel point, justement, nos objets que nous, on utilise, qu'on garde pour rien, peuvent vraiment être utiles à quelqu'un qui va être peut-être démuni ou qui n'a pas les moyens, justement, de se payer à plein prix. Puis même si c'est pas ça, tu sais, des fois, il y a des gens qui s'offusquent, qui disent, ben là, franchement, quelqu'un de Marketplace qui vient, tu sais, qui vient acheter, puis tu le vois, je sais pas, il arrive, il a Audi, puis il vient acheter ton affaire à 10$. Bien, c'est pas grave. Ça s'appelle de l'économie circulaire. Ça veut dire que si quelqu'un rachète ton objet, ça veut dire qu'il ne va pas en racheter un neuf. Donc, il va avoir un impact sur l'environnement beaucoup, beaucoup plus petit. Si les objets restent en circulation, tout ça, au lieu, tu sais que, parce que l'économie qu'on a, nous, de surconsommation, c'est vraiment l'économie linéaire. On achète un objet, on l'utilise, puis on le jette. Puis là, tu sais, c'est ça. Tandis que si tu l'utilises puis qu'il reste là tout le temps, bien là, tu n'utilises plus les nouveaux matériaux, tu pollues moins. Puis justement, il est beaucoup plus utile, beaucoup plus longtemps. Donc, il va servir à plus de monde. Donc, c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Et c'est vraiment très intéressant, justement, pour notre monde actuel parce que, justement, à un moment donné, on va manquer de ressources pour fabriquer des nouvelles affaires. Donc, c'est ça. Mais tu sais, justement, même... Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment d'éviter de refabriquer du neuf alors qu'il y a un objet qui est encore fonctionnel, qui est totalement utile, mais que toi, tu n'en as juste pas l'utilité. Mais quelqu'un d'autre, ça va être comme, waouh, un trésor. On dit toujours le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Donc, c'est vraiment ça. Puis je trouve que des fois, le fait de donner, qu'on sait que ça sert à quelqu'un d'autre, que ça va vraiment faire du bien à quelqu'un d'autre, bien, c'est plus facile de laisser partir et tout que de le jeter, justement, ou de l'amener, ça.
Oui, puis autour de nous, il y en a tellement d'endroits où est-ce Oui, qu'on peut aller porter nos choses. Il y a des oui, bacs qui se trouvent dans des dépanneurs, des oui, espaces publics où est-ce qu'on peut déposer nos choses. Fait que ça peut bénéficier oui, vraiment à beaucoup de monde. exact. Marie-Sophie, je vais voir un petit peu justement Oui, les oui, s'il y a des commentaires, les questions. questions, Il s'il y y a des avait choses. Émilie qui avait un objectif justement de prévention, sont déjà en partie minimalistes, Oui, puis ils ne voulaient pas s'encombrer justement avec les trucs de bébé. Et moi, ça m'amène à tout ce qui est cadeaux, jouets, bébelles qu'on va nous donner. À toute occasion, hein? Puis je pense oui. particulièrement aux fêtes, là, Noël, Halloween, peu importe, Pâques, on va se ramasser avec plein de petits gogos. Euh, comment est-ce qu'on fait Oui. pour le gérer, ça? Alors, le premier truc, c'est qu'on dit non. Ça demande C'est la qu'il faut, rigueur, là. il faut refuser. Honnêtement, ben, comme je disais, même à un moment donné, j'ai mis un post sur, sur mon Facebook qui disait la meilleure manière de désencombrer, c'est de rien acheter. Donc, la meilleure manière aussi de ne pas se retrouver avec ses gogos et tout ça, c'est de dire non, c'est de vraiment décliner ou d'être très clair avec les gens de la famille, ou, parce que souvent, les gens de la famille, les amis, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'objets. Les enfants ont tout ce qu'ils ont besoin, ou de faire la liste, de dire, ben, OK, mettons des fois les showers, les affaires de même, de dire, ben, moi, il me manque vraiment telle affaire, où il manquerait la poussette, puis cotisez-vous pour la poussette, ou des affaires de même, mais achetez-moi pas des gugus, t'sais. Puis si on l'exprime clairement, tout se dit, c'est l'art et la manière de dire les choses, mais si on explique pourquoi on est dans cette optique-là, pourquoi on ne veut pas tous ces objets-là, ben, les gens comprennent. Puis dites-leur simplement à la place, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument offrir quelque chose, qui vont pas pouvoir dire je donne rien, mais offrir des expériences, offrir des moments, que ce soit justement une sortie au resto, que ce soit une activité au, je sais pas moi, au parc, Tellement. Le cinéma, c'est ça coûte le tellement cinéma, cher, exact, hein? exact là, les grands-parents aussi, là, s'ils veulent Oui. gâter leurs petits-enfants, un enfant, même toi ou moi, mettons, si on se pose la question, tu te souviens-tu de tous les jouets que tu as reçus quand tu étais enfant? Non. Non. Mais tu te souviens la fois où tu es allé avec ton grand-père à telle place pour faire une activité avec lui à la cabane à sucre ou j'en sais rien, on se souvient des moments. On ne se souvient pas des objets ou des jouets. Donc, c'est de leur dire aux grands-parents, mais tu sais, moi, la place que tu y achètes une gogosse, puis que ça coûte, je sais pas, 100... parce que les jeux et les affaires de même, c'est rendu cher aussi, là, tu sais. Oui, oui. 100 piastres, donc ils disent, au lieu de ça, ben, prends-les une fin de semaine, allez à l'hôtel, faites une activité, tu sais, je veux dire, faites une sortie, que ce soit à Valcartier, que ce soit, tu sais, la CEPAC, peu importe, il y a tellement de belles choses à faire. Puis là, ils vont passer un beau moment avec la personne, puis, tu sais, je veux dire, moi, avec les amis, c'est la même chose et tout, tu sais, on peut le dire aussi à Noël, on s'achète rien, mais on se fait une bonne bouffe, on commande de la bouffe, on s'achète du bon vin, puis on met l'argent sur ces affaires-là, puis on le partage ensemble. T'sais, donc, c'est plus d'essayer justement de transformer les cadeaux par des expériences au lieu que ce soit des cadeaux matériels. Je suis tellement d'accord, maman, si tu écoutes. On passe des messages, ça va être ma faute, c'est pas grave, j'ai pas de l'argent. On a Tania, bon, par rapport aux vêtements, elle disait justement que c'était un défi pour elle, surtout avec un ses garçons qui mouillait beaucoup ses bobettes, ses pantalons. Donc, il devait garder quand même une grande quantité de vêtements pour ne pas être obligé d'être toujours dans le ménage, le nettoyage et tout. Donc, toi, Ouais. tantôt, tu disais, bon, si on essaie d'avoir un kit par jour, là, c'est plus compliqué à ce moment-là. Oui, ben tu sais, c'est sûr quand il y a des circonstances comme un enfant qui mouille le lit ou les affaires de même, tu vas aussi avoir plusieurs sets de draps et tout. Ça, il faut faire attention parce que justement, tu sais, tu vas tomber dans le piège quand même de se dire, ben OK, je mets ça dans le panier à linge, je mets ça dans le panier à linge. Et finalement, tu te retrouves, tu sais, même si tu dois faire des lavages plus souvent, oui, ça se peut, mais ils seront plus petits, ils seront plus faciles à gérer que justement d'avoir la grosse montagne de linge à laver. Tu sais. Donc, c'est d'avoir une quantité raisonnable, que tu puisses passer quand même une couple de jours, en effet, que tu ne te retrouves pas à faire un lavage à tous les jours, là, mais que tu trouves une couple de jours, mais qu'il y ait un équilibre de ne pas tomber juste dans l'extrême où il y en a trop, parce que finalement, justement, du lavage, tu vas en faire autant. Même si tu penses que tu en fais moins parce que tu en fais une grosse, mais finalement, ça va être 2, 3 grosses brassées, alors que tu peux en faire peut-être 2 petites. Donc, c'est ça, là, c'est vraiment d'essayer de voir ce ratio-là. Mais c'est oui, c'est sûr, quand tu as un enfant en bas âge ou, qui régurgite, quand tout le temps de bébé Ouais. ou encore ces affaires de problèmes au lit, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais c'est faisable. Hein. Il y a des familles qui le font très facilement puis qui n'ont vraiment pas beaucoup d'affaires, là, puis qui ont des enfants en bas âge. Là. Moi, j'en connais vraiment des familles qui sont dans le mode de vie minimaliste, vraiment, puis que justement, ils le font même avec des enfants en bas âge. Puis au contraire, ça a vraiment facilité leur routine, puis c'est moins d'ouvrage.
C'est parce que justement, comme je te disais, on coupe les tâches en petits morceaux, tu sais, Ouais. au lieu d'avoir la grosse montagne, tu sais. Puis souvent, c'est ça aussi, même de faire le ménage de sa maison, on voit ça comme le gros, oh my God, tu sais, je vais passer des jours et des jours. Mais si tu le fais par petites bouchées, ben, c'est beaucoup plus facile. Donc, les tâches ménagères aussi, si tu as moins de stock, c'est des petites bouchées. Ça vient plus vite, mais c'est des petites bouchées. Oui. Puis, tu sais, s'il y a certains parents qui ont des enfants comme ma fille qui a 5 ans maintenant, on s'est fait donner énormément de vêtements à ma fille, parce que moi, j'avais un grand garçon. Donc, lui, il a tout du linge neuf. Et ma fille, ben, elle a eu plein de poches de vêtements et elle en avait vraiment beaucoup. Donc, on l'accumulait beaucoup. Elle n'avait pas tendance à se changer beaucoup. Par contre, ma dernière, elle qui a reçu tout ce lot-là, tout ça, elle se change à peu près 3-4 fois par jour si on la regarde c'est ça. pas. De quoi on se vire de bord? Ah, elle a un nouveau chandail. Oh, elle est rangée en jupe. Puis, tu sais, elle l'a porté comme 5 minutes, puis elle l'aura pitché dans le panier à linge ou elle l'aura mis par terre. Puis là, tu ne sais plus si le linge est propre ou sale. Donc, finalement, tu finis par tout relaver. Puis là, ça ne finit plus. Tu sais, donc, c'est pas un problème avec mes plus vieux qui en ont moins. Mais elle, comme elle en a beaucoup, ben elle sort ça. Puis c'est facile. C'est le bordel parce que là, elle veut telle chose. Mais oui, ça fait une belle grosse différence aussi quand on va faire une espèce de tri, puis vraiment savoir qu'est-ce qui est préférable pour notre enfant, puis quelle quantité pour être raisonnable, tout en considérant qu'il pourrait avoir des petits dégâts une fois de temps en temps. Oui, exactement. C'est d'avoir des kits de spare quand même, mais c'est ça, souvent, moi, je vois aussi les gens, justement, à la literie, les affaires de même, ou les serviettes de bain, là, ça finit plus, on se croirait à l'hôtel. Je veux dire, normalement, c'est une serviette par personne, puis tu les laves. De toute façon, normalement, il faudrait les laver régulièrement, donc aux 2-3 jours, pour pas qu'il y ait des moisissures, des microbes, des affaires de même. Tu les laves, tu les mets dans la sécheuse, tu les raccroches. Point final. Je veux dire, tu n'as même plus besoin de le plier, de le remettre dans l'armoire. Tu viens d'enlever 2 étapes de ton cycle de tâches ménagères. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est vraiment d'essayer. Plus tu élimines, les gens ont cette peur que ça va être compliqué. Mais au contraire, c'est comme ça simplifie tout. Moi, des sets de draps, j'en ai 2, c'est rare, mais j'en ai un d'hiver puis un d'été. Et quand j'enlève mon set de draps, je le lave tout de suite, puis je le sèche, puis je le remets direct sur le lit. Je veux dire, j'ai pas d'autres étapes, donc il n'y a rien qui s'accumule, de me dire, oh mon Dieu, j'ai un panier à linge, puis j'ai comme 3-4 sets de draps à laver, puis là, il faut toutes les passer à la sécheuse, puis il faut les plier, puis les draps contours, on sait que c'est l'enfer à plier, puis, donc c'est toutes ces affaires-là, quand on est, sont vraiment des étapes qu'on peut skipper parce que justement, tu le remets tout de suite parce que tu dois aller te coucher dans ton lit le soir. Donc, en plus, tu ne peux pas procrastiner de dire, crime, je ne le laverai pas au bout de 2 semaines. Tu le laves, tu le replaces. Donc, c'est ça, ça évite ces moments de procrastination aussi ou de délai, là, qu'on dit, on remet ça plus tard. Là, donc, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à Carole qui fait trop de réserves d'aliments et de produits personnels? Elle dit que ça prend beaucoup de place. Et message à mon chum, si tu écoutes. Chez nous, on a un petit sous-sol, un débarras où est-ce qu'on va accumuler la nourriture en plus. Donc, du canage, des céréales. Mon chum est un grand emmagasineur de céréales. Et quand il voit ça en spécial, il va acheter 4-5 boîtes. Et là, quand il nous manque quelque chose, finalement, en blague, je dis, va au DEP chez Pierre, puis il va voir s'il y a quelque chose qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce qu'on fait justement pour les petits écureuils de ce genre-là qui veulent pas manquer de rien? Oui. Bien, ça aussi, c'est vraiment de faire l'inventaire et de réduire. Parce que finalement, tu sais, le canage, là, oui, c'est le fun d'en avoir un petit peu là, du dépannage. Mais tu sais, regarde, on l'a vu, on a vécu une pandémie, puis les épiceries n'ont pas fermé. Là. Donc, tu sais, je veux dire, la nourriture là, va toujours être là, être en abondance. Les spéciaux reviennent à chaque semaine. Tu sais, il faut qu'on arrête justement. Puis ça, je pense que ça vient un peu... C'est très québécois, c'est très, en tout cas, ou nord-américain, d'acheter en grosse quantité là, les Costco de ce monde et les affaires de même. Moi, je n'ai pas de carte Costco, je vis seule, donc pourquoi j'irais au Costco? C'est ridicule d'acheter des affaires aussi grosses, t'sais. Mais c'est vraiment de limiter parce qu'en même temps, vous mettez énormément d'argent sur cet inventaire-là. L'argent, il est déjà sorti. Puis on néglige ça parce que l'épicerie coûte extrêmement cher. Les produits aussi de soins personnels, peu importe, coûtent cher. Oui, ils sont en spéciaux et tout, on les prend en spéciaux, mais les spéciaux reviennent tout le temps. Donc, aller au fur et à mesure, d'avoir un paquet de spares, c'est correct, là, mais c'est pas d'en avoir 10-12. Là. Ça ne sert à rien parce que justement, vous évitez une rotation, vous risquez de les perdre aussi parce que les affaires, des fois, sont là depuis tellement longtemps que finalement, ils ne sont plus bons. Puis ça prend de la place, de la gestion. Puis le problème, c'est qu'en plus, vous n'allez même plus savoir que c'est là.
Donc, vous allez à l'épicerie, vous allez racheter des affaires parce que souvent, vous n'avez pas le réflexe parce que ce n'est pas dans le garde-manger de la cuisine, c'est justement au sous-sol ou dans une autre pièce ailleurs. Et on ne va pas regarder quand on fait notre planif de bouffe pour aller acheter des affaires. Donc, on fait beaucoup de gaspille parce qu'on rachète des affaires en double, en triple. Donc, c'est tout l'argent que vous perdez, là. Même si vous l'achetez en spécial, ça n'a pas de sens parce que vous l'avez déjà dépensé pour quelque chose qui dort dans votre garde-robe que vous n'utilisez même pas pour le manger. Donc, c'est vraiment d'acheter au fur et à mesure. Vous allez voir que vous allez faire d'énormes économies sur votre épicerie. Puis, la chose la plus simple, c'est de faire une planif de bouffe. C'est vraiment de se dire, on se fait notre planification de toute la semaine, de tous les repas du lundi au vendredi. La fin de semaine, on peut être plus lousse parce qu'on sait qu'on a du temps et qu'on peut le faire en famille. Mais de choisir les repas, de dire, OK, ben lundi, ça va être le spag, mardi, ça va être les côtelettes. Puis on fait l'épicerie en conséquence. Puis on regarde dans notre garde-manger, qu'est-ce qu'on a? OK, c'est quoi que j'ai pour faire mes recettes? Ça, je l'ai déjà, ça, je l'ai déjà. On achète juste ce qui manque. Ouais. Puis on sait qu'on a exactement ce qu'on a pour faire nos recettes, donc on a beaucoup moins de gaspille parce que oui, le canage, on le perd moins. Mais souvent, les gens achètent aussi en spécial les légumes, les affaires de même, puis ils disent, ah, ben on trouvera bien une recette pour le faire. Puis finalement, ça a pourri au fond du frigo. Donc, on fait énormément de gaspillage alimentaire au Québec et en Amérique du Nord en général aussi, puis même dans le monde, je pense. Donc, c'est vraiment au contraire, acheter cela. Vos épiceries vont être beaucoup moins chères, puis vous n'allez rien perdre. Donc, si vous calculez vraiment vos affaires, et ça se fait très bien même de faire vos soupers, d'acheter en double à la limite pour faire vos lunchs le lendemain midi si les enfants peuvent avoir des lunchs qui peuvent réchauffer. Ou sinon, tu calcules tes lunchs froids de la semaine, pour les lunchs de midi pour les enfants à l'école ou à la garderie, puis tu calcules tes soupers. Donc, quand tu fais ça, c'est que tu achètes vraiment juste ce qui est nécessaire. Donc, vraiment, ta facture d'épicerie, elle baisse, puis tu gaspilles rien, il n'y a aucune perte de nourriture. Donc, c'est vraiment plus comme ça qu'il faut fonctionner pour réussir justement et d'avoir un petit peu de réserve. OK, tu sais, une ou deux cannes, une ou deux affaires, c'est correct. Là, j'en ai moi aussi une ou deux cannes de soupe. Des fois, ça m'arrive que là, je fais oh my God, j'ai plus rien dans mon frigo. Bon, je peux me sortir une petite canne pour faire un souper de dépannage. Là. Mais c'est ça, c'est d'essayer d'éviter au maximum. Puis c'est parce que c'est pas à vous de stocker les affaires. Les magasins le stockent pour nous. Donc, allez le chercher quand vous en avez besoin. Puis, gardez juste une réserve. Tu sais, oui, la pâte à dents, c'est un tube de réserve, bien, c'est correct parce que, tu sais, mais tu n'en as pas besoin de 25. Il y en aura toujours qui va. Si tu as 25 tubes de pâte à dents, tu en as pour 2 ans. Là, tu sais. Donc, c'est pourquoi tu stores des affaires pour 2 ans. Tu sais, le magasin, il y en aura toujours. Puis, les spéciaux, ils reviennent tout le temps. Donc, on ne fait pas d'économie. Au contraire, on dépense de l'argent. L'argent est déjà sorti alors qu'on peut l'utiliser pour autre chose. C'est totalement vrai. Hein? Puis même, je pense au repas. Pour les familles, c'est quelque chose qui peut devenir lourd aussi. Hein? Les soirées, ça va vite. On prend beaucoup de temps à faire de la nourriture. Puis des fois, ben, comme on veut que ça soit rapide, ben, finalement, ce qu'on a acheté dans notre épicerie, ben, on ne va pas le passer parce que c'est trop long à cuisiner. Exact. En ayant fait notre planning, puis peut-être justement avoir considéré le temps que ça va prendre pour faire cette recette-ci, ben, on vient de sauver du temps encore une fois. Mais oui, on sauve du temps et on sauve de l'argent. Exact. Et tu peux les placer. Si tu sais que le mercredi soir, c'est le soccer puis que tout le monde sera parti de la maison, donc tu mets le souper le plus facile. Là, tu mets le spag parce que tu sais que tu as juste à dévisser, à cuire les pâtes puis dévisser ton pot de spag. Et puis le soir où tu sais que tout le monde est à la maison puis que tu as du temps, ben là, tu fais le souper un peu plus élaboré. Puis ce que ça fait aussi, ça, on l'avait fait par exemple avec justement mon ex-conjoint avec les 3 enfants, c'est qu'à un moment donné, quand les enfants ils embarquent, qui sont un peu plus vieux, nous, il y avait 3 soirs par semaine où on ne faisait pas le souper. C'était les enfants qui avaient chacun un souper à faire un soir. Et c'était facile parce que la planif était sur le frigo. C'était marqué tel soir, c'est tel enfant qui fait le souper. Il savait que tout était dans le frigo pour faire sa recette. Il sortait les affaires en arrivant de l'école. Il faisait le souper. Puis nous, on n'avait pas de souper à faire. C'était les enfants qui le faisaient. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus facile que si tu arrives le soir à 5 heures, tu fais oh my God, qu'est-ce qu'on fait à souper à soir? Faut vite aller à l'épicerie chercher de quoi. Puis là, les enfants ont faim. Puis là, c'est comme ça marche pas. Là, tu leur donnes une barre tente. Là, tu t'en vas à l'épicerie chercher des affaires. Tu reviens, tu fais le souper. Finalement, quand tu t'assieds pour souper, plus personne n'a faim parce qu'ils se sont bourrés de collations en attendant. Tu sais, ça devient un facteur de stress énorme. Tandis que si tu as fait ta planif, nous, on faisait l'épicerie le dimanche. On savait que tout était dans le frigo pour la semaine. Donc, tu sais, même tu rentres du travail, tu sais que tout est dans le frigo, tu fais juste sortir tes affaires, tu attaques ta recette, puis c'est correct. Tu sais. Donc, oui, ça prend une petite discipline à faire, mais honnêtement, c'était le fun. Puis souvent, c'était un moment familial. On s'asseyait tous ensemble, on disait hey, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Toi, tu veux faire laquelle de recette? Celle-là, parfait. Donc, chacun avait du fun là-dedans aussi parce qu'on collaborait au souper. Tu sais. Oui.
Ah oui. Fait que le minimalisme, ça se fait sur vraiment différents plans dans la famille. Puis comme tu dis, ben, après ça, ça a un impact sur l'espèce de légèreté qu'on porte en Oui, nous parce qu'on rentre chez oui, nous, puis c'est facile. Les tout est soirées se simple. déroulent plus facilement. Tu disais, ben, ça va faire en sorte aussi qu'il va y avoir moins de conflits. On est Oui, moins à la course aussi, à se pousser oui. l'un l'autre en disant, OK, let's go, il faut que ça se fasse. Oui, on a moins de tâches ménagères aussi. Tu sais, faire ton ménage quand tout est déjà rangé à sa place et qu'il n'y a rien qui traîne par terre, qu'il n'y a rien sur les comptoirs. Ton ménage, tu le coupes déjà en deux, là. Tu sais, Mhm. parce que souvent, quand on dit on va faire le ménage, on va passer la balayeuse, la mop, ben, ah, OK, attends, il faut d'abord tout ramasser. Alors, ça, les comptoirs, même affaire, il faut tout ramasser. Puis là, une fois que tu as fait ça, tu as déjà passé 1 heure et demie, 2 heures, puis là, ah, tu n'as même pas commencé ton ménage. Ouais. Et donc, c'est toutes ces affaires-là, ces petits moments qui s'accumulent. Et si on le compte dans une semaine ou dans un mois, là, tout le temps qu'on perd à gérer ces choses-là qui nous servent même pas, qui nous apportent rien, qui ne sont pas une plus-value. Normalement, chaque objet qui fait partie de notre vie devrait être une plus-value, devrait être quelque chose qui nous apporte quelque chose de plus. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est quelque chose qui va nous drainer de l'énergie, qui va nous drainer de l'argent, qui va nous drainer du jus ou du temps. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Puis oui, moins tu as d'affaires, plus c'est simple. Parce que chaque chose va aller à sa place. Il y aura une place pour chaque chose, puis chaque chose retourne à sa place. Et l'organisation, oui, c'est important d'être organisé. Là, tu peux te dire une fois que tu as fait ton processus de désencombrement, et que tu sais vraiment l'inventaire que tu veux garder, là, on va réfléchir pratico-pratique. C'est où que je mets les affaires pour que, justement, ce que j'utilise le plus soit le plus proche, ce que j'utilise le moins soit le plus loin. Tu sais, des choses comme ça. L'organisation, c'est intéressant quand même, mais c'est comme le fine-tuning. Tu sais, c'est comme c'est la dernière, la petite frise sur le Sunday pour améliorer le tout, pour que ce soit facile sur le roulement. Mais je veux dire, il faut d'abord désencombrer. Tu sais, je veux dire, la même affaire, tu sais, l'entrée, les bottes, les chaussures. Tu sais, plus tu as de paires de chaussures, plus tu as de paires de gants, de mitaines, plus c'est le bordel. Tu sais, Ouais. donc, c'est d'en avoir. Oui, je sais que les enfants perdent des affaires à un moment donné. Tu en gardes un spare, mais à la limite, tu en gardes une ou deux de spare, mais tu les mets à l'écart. Tu ne les mets pas sur le panier de roulement. Puis si une paire de mitaines se perd, OK, là, tu vas chercher la paire que tu avais gardée au cas où il y aurait un problème. Tu sais, c'est ça. C'est parce que là, à un moment donné, on se retourne les paniers, puis là, tu sais, oui, tu mets dans les paniers, mais les paniers sont tous mélangés, puis personne ne sait où est quoi, puis il y en a tellement que tu ne sais plus mettre une seule paire de mitaines ensemble. Là, donc, c'est ça, là, c'est qu'on a vraiment cette fausse illusion que d'avoir plus d'affaires va nous faciliter les choses. Mais au contraire, c'est moins tu as d'affaires, plus c'est facile. Ouais, Sur vraiment. tous les points. Super intéressant, Marie-Sophie. Je resterai avec toi des heures et des heures pour en discuter, puis je pense que les gens aussi sont vraiment satisfaits. Envoyez-nous des beaux petits cœurs là, si vous avez apprécié ce que Marie-Sophie nous a dit ce soir. Donc, en conclusion, dans le fond, le minimalisme, c'est un mode de vie, c'est vraiment un choix. C'est Oui. une façon, finalement, de laisser Simple. entrer ou de laisser sortir certaines choses dans notre maison en pleine Exact. conscience de l'impact que ça Oui, peut avoir sur nous, là. exactement. C'est vraiment juste de trouver son essentiel, puis de maintenir son essentiel, puis de faire la place pour ce qui est vraiment important pour nous. Moi, ma phrase que j'aime dire, c'est un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Donc, parce qu'on peut bien avoir, de faire du travail personnel, on peut aller justement, voir le chiro, tout prendre soin de soi, bien manger, tout ça, mais tu ne prends pas soin de ta maison, tu t'embourbes avec plein d'affaires, ça ne sert à rien non plus. Donc, c'est vraiment les trois affaires. C'est un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Alléluia. Alors, sur ces belles paroles, Marie-Sophie, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, te suivre sur les réseaux sociaux, Internet et tout? Oui, ben écoute, sur mon site web, c'est marisso.ca. Donc, il y a pas mal d'infos là-dessus sur mes services, sur tout ce qui se passe en ce moment. Sinon, ma page Facebook, Marisso Organisation aussi, où il se passe plein d'affaires. Là. Je publie pas mal de choses. Et ben là, en ce moment, il y a aussi, je suis en plein dans le lancement justement de mon programme d'accompagnement virtuel. Donc, c'est ça, je me suis aussi réadaptée avec la pandémie. Donc là, j'offre un programme d'accompagnement de 6 mois, en fait, parce que 6 mois, parce que je veux que les gens aient le temps d'intégrer, parce que c'est un processus, ça ne se fait pas en une fin de semaine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, ils aient le temps de justement de mettre en application pratico-pratique ce qu'on va voir en théorie. Donc, ça va être vraiment un programme de 6 mois où on va voir les 6 pièces principales. Donc, l'entrée, la cuisine, la salle de bain, la chambre des maîtres, le salon et le bureau.
Donc, c'est vraiment les pièces qu'on va voir, qu'on va décortiquer, qu'on va désencombrer ensemble. Donc, c'est ça, les inscriptions roulent en ce moment, puis sont ouvertes jusqu'au 20 mars, parce que le programme commence le 20 mars. OK, donc 10 jours pour Oui. aller prendre votre décision pour aller voir ça. Je sais aussi que tu as un webinaire aussi sur le minimalisme et le zéro déchet. Donc, si les gens sont intéressés à aller voir ça, ils peuvent aller sur ton site ils peuvent aller l'acheter sur le site Internet, exactement. Excellent. Donc, merci beaucoup. On a des commentaires que les gens ont bien appréciés, Gabrielle et Gina particulièrement. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci encore une fois, Marie-Sophie, d'avoir été avec nous. Ça a été super Toujours intéressant. Un plaisir. Puis, au plaisir de te suivre sur tes réseaux pour en savoir plus, puis nous garder un peu motivés aussi là, par rapport au minimalisme. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu la piqûre. Donc, je continue de te suivre pour la suite et voir jusqu'où ça peut nous mener. Alors, un gros merci à tous. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous éclairant. Salut! Bye tout le monde!